Voilà, je voudrais. Vous avez vu que nous avions changé, on n'est pas dans l'amphi, donc on n'a pas le même système de communication et de gestion de la salle. Donc la première chose que je vais vous demander à vous qui êtes présents, et je vous en remercie d'être présents, c'est d'éviter de bouger vos chaises, de faire du bruit, de bouger des choses parce qu'on entend tout. Voilà. Bien. Eh bien, bienvenue à tous, à ceux qui sont ici présents et à ceux qui sont à distance. Et voilà, on est encore ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Midi Minatek. Et donc, déjà, je vais vous annoncer le prochain. Hein, on a fait une petite pause en janvier parce que c'était relativement compliqué. Il y avait des assemblées générales et différents événements qui ont fait que ce n'était pas forcément pertinent d'avoir des Midi Minatek. Et là, donc, on va reprendre pour 2 séances. Et la prochaine sera une conférence de Sorin Christolovanou, qui est directeur de recherche au CNRS, émérite. Et donc, Sorin nous propose de nous raconter la belle histoire de Grenoble SOI Valley. Alors, effectivement, Grenoble est peut-être moins connu, je ne sais pas, pour ses vélos que pour le SOI, hein, Silicium Insulator. Et donc, il nous propose de faire une petite rétrospective sur le demi-siècle qui a permis de construire ce miracle. Voilà, alors j'espère que vous serez là pour l'écouter et pour revoir cette histoire magnifique du SOI. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Lemonde, qui est physicien, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Néel, et qui, après toute une vie de diplomatie au niveau des ambassades, etc., en tant que physicien, vient partager avec nous ce qu'il a appris sur ce que c'était que la diplomatie scientifique et nous partager avec nous son idée des enjeux que cela représente pour nous, chercheurs. Pierre, la parole est à toi. Bien, merci. Bonjour à tous. Je commence par ne pas respecter les consignes en déplaçant le siège sur lequel je suis assis. Je vais essayer de rester là pour cet aspect. Donc oui, je vais vous parler donc de diplomatie scientifique. Comme l'a dit Amal, je suis directeur de recherche au CNRS et actuellement à l'Institut Néel, auparavant à l'Observatoire de Paris. Mais entre les deux, j'ai passé 8 ans dans le réseau diplomatique, 4 ans en Afrique du Sud, 4 ans en Chine, en tant qu'attaché scientifique à Pretoria, puis conseiller scientifique à Pékin. Et bon, en arrivant dans le réseau diplomatique, je dois dire que j'ai subi un grand choc, parce que j'avais en tête, et je pense que c'est le cas de la plupart des scientifiques, de la plupart des chercheurs qui travaillent à l'international, c'est-à-dire d'à peu près tout le monde, j'avais en tête une vision très scientifique des partenariats. On a des partenaires internationaux parce que on discute avec les meilleurs, parce qu'on veut avoir accès aux meilleurs équipements, parce qu'on veut échanger l'expérience, parce qu'on veut recruter des gens d'où qu'ils viennent. Mais c'est une vision qui nous occupe beaucoup au quotidien, mais qui est propre aux scientifiques. Dans le monde diplomatique, les choses se passent un tout petit peu différemment. Et donc, là, je vais y revenir, bien entendu. Le deuxième point, c'est quand je suis rentré en France, donc après 8 ans à l'étranger, j'ai subi un deuxième choc, en fait. J'avais été acculturé, en quelque sorte. J'avais cette vision plus diplomatique. Et en revenant dans le milieu scientifique français, donc j'ai subi, en quelque sorte, le choc inverse. Et je voudrais raconter cette petite histoire que dans une conversation que j'avais avec un des directeurs du CNRS à ce propos-là. Et ce directeur m'a dit, et j'ai repris l'anecdote dans l'abstract, m'a dit, mais vous savez, pour moi, la diplomatie scientifique, c'est un oxymore, parce que la diplomatie, c'est l'art de mentir, alors que la science, c'est l'art de dire la vérité. Donc la notion de diplomatie scientifique, voilà, n'a pas grand intérêt. Et donc, je me suis dit que, au-delà de mon expérience personnelle, il y avait sans doute un besoin de faire connaître un peu mieux ce qui se passe à la frontière entre les relations internationales dans le domaine scientifique et les relations internationales tout court entre États, donc dans le domaine diplomatique.
Et c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui. Avec l'idée donc que le séminaire s'adresse à des scientifiques, à des universitaires, ou même à des entreprises, je pense des gens qui sont impliqués dans le développement technologique, qui, je l'espère, seront intéressés par cette présentation. Alors, pour commencer, je vais prendre 2 exemples concrets sur lesquels je m'attarderai un petit peu et qui permettront de donner déjà quelques grandes lignes. Après, je généraliserai un petit peu et puis je finirai par un angle plus franco-français pour essayer de mettre en lumière à la fois les atouts et les contradictions du fonctionnement de la France dans ce domaine-là, pour voir ce qu'on peut améliorer et comment nous, scientifiques, pouvons contribuer à cette amélioration, ou à tout le moins vivre avec parfois les contradictions qui émergent de ces communautés différentes travaillant sur des sujets qui se rejoignent. Voilà. Alors, premier exemple que je vais prendre, donc c'est un exemple que je connais bien, c'est la Chine, puisque donc, comme je le disais, j'y ai passé 4 ans. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la science en Chine, c'est pas tellement l'objet ici. Je vais l'aborder sous un angle plus diplomatique. Mais pour commencer, je voudrais rappeler ou dire que la science et la technologie sont aujourd'hui la priorité numéro, alors je l'appelle 1 bis de l'État chinois. Alors pourquoi 1 bis? Parce que la priorité numéro 1 de l'État, je pense, c'est de se maintenir au pouvoir. Le Parti communiste chinois cherche avant tout à maintenir son emprise sur le pays. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Mais ensuite, pour décliner cet objectif, la toute première priorité, c'est le développement de la science et de la technologie chinoise. Cette priorité se repose sur une analyse de l'histoire récente de la Chine, et notamment de toute la période que la Chine appelle aujourd'hui le siècle d'humiliation, donc qui remonte au milieu du 19e siècle et qui, dans leur optique, s'achève aujourd'hui, qu'ils analysent, donc, enfin, période pardon, où la Chine a été très largement sous influence de puissances étrangères, et qu'ils analysent comme étant liées au fait que la Chine avait pris un retard scientifique et technologique qui était la cause directe de ces soucis. Et bon, donc pour revenir sur la manière dont l'État chinois envisage cette priorité, je pense qu'on peut remonter à la fin de la période de la révolution culturelle, où il y a eu un changement majeur, bien entendu, à la tête de l'État chinois, et où Deng Xiaoping, donc, qui avait pris le pouvoir en 1978, a mis en œuvre le programme des 4 modernisations. Donc, programme des 4 modernisations qui repose donc sur les 4 piliers suivants, donc modernisation de l'agriculture, de la défense nationale, de l'industrie et de la science et technologie. Donc là, la science et technologie apparaît comme une des 4 modernisations, mais dans la déclinaison concrète du concept, Deng Xiaoping, il l'a dit explicitement dans une conférence à l'Académie des sciences en 1978, place la science et la technologie en fait au-dessus, ou plutôt comme fondement du reste. Disons, la science et la technologie, c'est le pilier sur lequel s'appuient les 4 modernisations. Alors, comment est-ce que la Chine a développé ça, et notamment par quel biais diplomatique a-t-il procédé à ces développements? Donc, la première, on peut distinguer, je pense, 2 phases, et je vais aller assez vite, faute de temps. Une première phase qui a consisté à construire les capacités par la diplomatie scientifique, avec essentiellement trois grandes lignes. La première, donc la mobilité étudiante, former des gens à l'étranger, dans les meilleures universités. Et j'ai rappelé les chiffres sur ce transparent de la mobilité étudiante chinoise. En 1979, il y a 52 étudiants chinois qui sont partis à l'étranger pour aller se former, donc d'une moyenne d'âge respectable de 40 ans, que j'ai tendance à considérer de plus en plus jeune, comme chacun de nous. Et puis ce chiffre a explosé littéralement au cours des 40 années qui ont suivi. On est à 80 000 étudiants en 1999, 1,5 million en 2018, et ce chiffre continue à croître en fait. Au total, donc plus de 5 millions de Chinois ont été formés à l'étranger en 40 ans, ce qui représente une masse de connaissances accumulées qui est très significative à l'échelle d'un État, fût-il aussi grand que la Chine. Donc premier pilier, acquérir des connaissances en formant les gens. Deuxième pilier, construire des accords de coopération scientifique et technologique, donc avec les pays considérés comme les plus pertinents sur les domaines d'intérêt. Donc accords de coopération qui ont permis de moderniser la gouvernance de la science chinoise,
je ne rentre pas dans les détails, qui ont consisté à développer des projets thématiques. Alors là, j'ai cité trois domaines dans lesquels la France était particulièrement impliquée, donc le nucléaire civil notamment, et les développements des centrales électronucléaires, le domaine de la santé. Vous avez tous entendu parler du laboratoire P4 de Wuhan, qui a fait la une des journaux avec la pandémie et qui a été construit en partenariat avec la France. L'espace, pour lequel la Chine maintenant est une puissance majeure et qui conduit la Chine à construire des partenariats, notamment avec la France, faute de pouvoir le faire avec les États-Unis. Mais ces accords de coopération ont aussi porté sur l'importation, pour le coup, de modèles universitaires et scientifiques occidentaux, essentiellement, avec la création de campus sino-étrangers. Il y a aujourd'hui en Chine 86 campus sino-étrangers, dont une quinzaine, je pense, qui sont français. Vous avez peut-être entendu parler de l'un des plus connus, notamment c'est l'École centrale de Pékin, qui a été un des premiers et qui forme entre 50 et 100 ingénieurs par an à Pékin. Troisième point, l'attraction de technologies étrangères, donc d'entreprises, avec un deal très clair, l'ouverture du marché chinois contre les transferts technologiques. Donc un exemple aussi important, c'était le domaine électronucléaire que j'ai mentionné, mais on peut citer l'aéronautique, on peut citer tout un tas de domaines, les télécommunications. En fait, la plupart des domaines sont concernés. Donc ces trois sujets ont permis en grande partie, en plus d'une politique interne très volontaire, de développer les capacités scientifiques chinoises, mais elles ont en commun d'être passées par des partenariats internationaux et par des accords et des programmes qui ont été menés au plus haut, qui ont été initiés et menés au plus haut niveau de l'État. Voilà. Donc, dans une deuxième phase, la Chine maintenant commence à projeter cette nouvelle puissance scientifique à l'étranger. Donc là, on voit un autre aspect de la diplomatie scientifique chinoise, avec notamment les projets dans le cadre des nouvelles routes de la soie, donc qui est l'alpha et l'oméga de la diplomatie chinoise. Alors j'ai cité quelques sigles ici sur le transparent, l'alliance des organisations scientifiques des routes de la soie, les routes de la soie numériques, des BAR, les universités des routes de la soie. Donc ça, c'est des partenariats institutionnels essentiellement entre organismes chinois et étrangers, mais aussi la mobilité étudiante sortante vers les pays des routes de la soie, donc plutôt l'Asie centrale, Afrique, et également une mobilité entrante, de plus en plus importante. Aujourd'hui, vous avez 300 000 étudiants étrangers qui viennent en Chine, qui viennent beaucoup d'Asie centrale, du Pakistan, d'Inde, mais aussi et d'Afrique. Et cela représente environ 8% de la mobilité mondiale. Ce n'est pas du tout négligeable. Et 15% des étudiants africains vont aujourd'hui en Chine étudier, suivre un programme d'études. Dernier point, les infrastructures, technologies, accès aux ressources. Les routes de la soie sont souvent associées au programme d'infrastructure, mais souvent dans les accords internationaux qu'établit la Chine avec les pays avec lesquels elle travaille, il y a une composante également technologique avec l'implantation des réseaux télécoms, et ce qui permet aux Chinois en fait d'assurer un deal qui leur permet à la fois d'exporter leur technologie et également d'assurer l'accès aux ressources dans certains pays, je pense notamment au Moyen-Orient, l'Irak en particulier, depuis le retrait américain. La projection prend d'autres dimensions. La Chine essaie de mettre en avant des vitrines de sa technologie. Et là, j'ai pris l'exemple des Jeux Olympiques d'hiver 2022, qui ont été décrétés Jeux de la science et de la technologie par le comité local d'organisation. C'est l'expression qu'emploie le comité local. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. La création d'antennes d'universités chinoises à l'étranger, notamment Tsinghua à Oxford, le classement de Shanghai, dont tout le monde a entendu parler, qui est un exemple du soft power à la chinoise, la participation croissante aux grands projets internationaux, j'en ai cité deux ici, ITER, mais aussi le SKA, qui présente la particularité d'avoir un de ces sites d'implantation en Afrique. C'est le premier grand instrument international qui sera implanté en Afrique. Et la promotion de ses propres infrastructures de recherche à l'international, par exemple le radiotélescope FAST, qui est opérationnel maintenant depuis quelques années, mais aussi le projet d'accélérateur de particules CEPC,
qui se veut un concurrent du CERN ou une alternative, à voir comment les choses évolueront. Des programmes d'attractivité, 1000 talents et apparentés. Et puis, j'ai posé un point d'interrogation sur la diplomatie scientifique et la coercition, sachant que c'est un vaste sujet que je pense se pose nécessairement quand on parle de la Chine, de la science et de ses relations internationales. Et un exemple assez marquant a été la diplomatie des vaccins, où la Chine a parfois joué un rôle un peu, un jeu un peu à deux faces, avec un deal, on vous fournit des vaccins contre des positions diplomatiques qui sont à notre avantage. Voilà. Pour conclure sur cette partie chinoise, et on pourra en reparler si vous avez des questions, je voudrais citer une phrase du 13e plan quinquennal Sciences et Technologies, donc qui date de 2016, qui couvre la période 2016-2020 ou 2021, et qui dit « La promotion de la diplomatie scientifique est une part essentielle du travail diplomatique global du pays et contribue à une diplomatie de grande puissance aux caractéristiques chinoises. » Vous avez à la fois un peu le jargon de la communication chinoise, qui parfois sonne un peu bizarre à nos oreilles, mais aussi et surtout la reconnaissance du fait que la diplomatie scientifique est un axe majeur de la diplomatie chinoise tout court, et que c'est reconnu au plus haut niveau de l'État. Voilà. Alors, deuxième exemple, qui nous mènera sur un terrain assez différent, c'est la construction européenne. Et là, j'ai voulu remonter au démarrage du CERN, donc au début des années 50, et je voulais citer quelques éléments liés au rôle des Américains dans la création du CERN. Vous le savez sans doute, le CERN, au départ, est une initiative de scientifiques européens qui se sont coordonnés pour promouvoir une infrastructure et un centre de recherche qui permettrait de relancer la science européenne après la Deuxième Guerre mondiale, dans une perspective aussi diplomatique, puisqu'il s'agissait de faire travailler ensemble des gens de différents pays sur un sujet éminemment stratégique. En 1950, on est 5 ans après Hiroshima, donc la recherche nucléaire, qui ne s'appelait pas encore la physique des particules à l'époque, était éminemment stratégique. Et donc c'est une initiative européenne, mais les Américains s'y sont intéressés très tôt pour ces raisons-là. Et ils l'ont fait d'une manière que je trouve assez intéressante, notamment en envoyant Isidore Rabi représenter l'État américain lors d'une conférence qui s'est tenue à l'UNESCO en 1950, et visant à ce que l'UNESCO soutienne la création du CERN. Et alors je trouve que c'est intéressant à plus d'un titre. Bon, déjà, pour les raisons que j'ai signalées, c'est un travail éminemment diplomatique. Les États-Unis, en plus, étant une puissance extérieure venant promouvoir un projet européen, éminemment diplomatique aussi dans le cadre dans lequel se tenait cette conférence à l'UNESCO, qui est une des agences des Nations Unies, qui avait été créée peu de temps auparavant. Et envoyer un scientifique représenter un gouvernement dans une instance internationale comme ça, c'est quelque chose qui en soi est remarquable. Je pense qu'on peut le souligner. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça se pratiquerait de cette manière-là, sauf sur des sujets strictement scientifiques. Je pense notamment au réchauffement climatique ou des choses comme ça. Mais donc, quand Rabi est venu à l'UNESCO, là, un communiqué de presse a été émis, que je reproduis ici, donc bon, je ne veux pas le lire, c'est un peu, mais vous pouvez le retrouver. J'ai cité une référence de Physics Today de 2004, qui est un article assez intéressant qui relate cette histoire. Je voudrais juste souligner quelques-uns des éléments qui ont été mis en avant par Rabi lors de cette mission. Donc les éléments, le premier, c'était le développement de la science. L'idée, c'était, dans le cadre de ce projet, de développer la science. Et bon, le CERN, on connaît l'histoire. Le deuxième, c'était de parler d'un travail créatif on behalf of peace, donc avec une idée de paix derrière, éminemment diplomatique également. Et la conclusion du communiqué est encore plus intéressante, je trouve. Elle se conclut de la manière suivante. Donc là, je vais juste lire la fin. So far as I am concerned, donc là, c'est Rabi qui parle, these centers which UNESCO is now to help set up are one of the best way of saving Western civilization. Et ça, je trouve, c'est une phrase qui en soi est remarquable et qui montre bien l'impact que peut avoir ce genre de projet dans la tête de quelqu'un qui a une vision qui va au-delà du simple projet scientifique qui est en train de se monter.
Alors le CERN, c'est aussi le premier en fait d'une liste d'infrastructures de recherche européennes qui s'allonge et qui est bien connue évidemment à Grenoble. J'en ai cité un certain nombre ici. L'ILL, l'Agence spatiale européenne, l'ESO, le MBL, le SRF, etc. Et plus récemment, les universités européennes qui ont été créées alors, sous forme de réseau. Il n'y a pas encore de diplôme européen, ça ne saurait tarder. Donc une structuration de plus en plus importante au niveau des infrastructures de recherche européennes. Mais au-delà, la science et la recherche a joué un rôle majeur dans la construction de l'Europe qui, pour la plupart des pays européens, est vraiment la priorité diplomatique en fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, bon, pour illustrer ça, j'ai repris les chiffres du programme cadre du PCRD. Le premier PCRD, donc, qui couvrait la période 84-87, était doté de 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, alors les chiffres de H2020, Horizon Europe, c'est un peu plus. On est à 79 milliards pour une période plus longue, 2014-2020, et ça ne tient pas compte de l'inflation, mais quand même, on a une croissance qui est très, très importante des financements européens sur la recherche, ce qui montre bien le côté structurant de la recherche dans la construction de l'Europe. Et aujourd'hui, l'Horizon 2020 représente 7 à 8% du budget de l'Union européenne. Les ERC, Erasmus et Erasmus+, sont considérés, je pense, à peu près de manière unanime comme des succès majeurs et sont assez structurants pour le système de recherche et d'enseignement supérieur. Et puis, plus récemment, on a une ouverture de ce système hors Union européenne, portée par l'Europe elle-même, avec des conseillers scientifiques dans les délégations de l'Union européenne. Comme vous le savez, il y a un service des relations internationales, des relations extérieures de l'UE, avec des ambassadeurs et des délégations, on n'appelle pas ça des ambassades, mais des conseillers scientifiques dans certaines de ces délégations. Et tout ça constitue, ou peut constituer, le prélude à la construction d'une Europe puissance, selon l'angle qu'on va adopter. Mais en tout cas, très clairement, il y a une volonté de promotion et de projection aussi à l'étranger, à l'international, de cette puissance scientifique européenne. Voilà. Donc voilà pour les exemples. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Prendre une vision un peu plus globale. L'académie, l'association pour l'avancement de la science américaine et la Royal Society ont fait un travail un peu théorique sur la diplomatie scientifique et ont conduit à faire émerger trois grands piliers de la diplomatie scientifique qui me paraît utile de rappeler, ce qui permet de conceptualiser un petit peu les choses. Donc le premier pilier, c'est la diplomatie au service de la science, et souvent ça c'est la vision des scientifiques. La diplomatie au service de la science, c'est les relations internationales vont servir mes projets, vont servir mon développement scientifique par la mutualisation des moyens, par l'obtention d'un soutien à l'établissement de réseaux, par le dynamisme de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par l'internationalisation. Autant de choses qui, à mon avis, sont relativement évidentes quand on est dans le monde scientifique. L'attraction des talents, évidemment, relève de cette catégorie. Et aussi l'accès au terrain pour certains domaines scientifiques. Je pense par exemple à l'étude de la biodiversité, santé publique, etc. Le deuxième pilier, c'est la science au service de la diplomatie. Et ça, on en a peut-être moins conscience quand on est dans le milieu scientifique. Je pense que les exemples que j'ai donnés auparavant ont illustré un peu cette dimension, mais qu'on peut généraliser de cette manière, la manière suivante. Donc, ça peut être un moyen d'établir des liens quand le reste échoue. Alors, j'ai repris l'exemple du CERN parce que, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale peut être considérée comme un échec diplomatique majeur. Et au sortir de ça, on repart sur de nouvelles bases. Mais bon, toute la guerre froide est caractérisée par des échanges scientifiques qu'on peut qualifier de résiduels avec les scientifiques du bloc de l'Est, qui était un des moyens d'avoir des liens entre les pays et qui était suivi de près par les ambassades. C'est un bon moyen aussi de connaître les pays tiers. Les universités sont souvent des postes avancés de l'évolution des sociétés, et je l'ai vu de près en Chine, mais sont aussi des incubateurs du pouvoir. Les classes dirigeantes de demain sont dans les universités aujourd'hui. C'est un élément du dialogue bilatéral, au même titre que d'autres, et c'est aussi un élément de soft power.
Alors, je l'ai mis volontairement à la fin, parce que souvent, les diplomates vont vous le mettre en premier en disant « Ah oui, la science, c'est bien, ça nous permet de faire des beaux événements qui sont visibles et de mettre en avant le fait qu'on est très, très fort, etc. » Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus important, finalement. Et le troisième élément sur lequel je ne m'attarde pas trop aujourd'hui, la science pour éclairer la diplomatie, mais je pense qu'il est important. Alors, il y a ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, notamment le climat, les pôles, la santé, sujets sur lesquels on est tous plus ou moins sensibilisés, mais qui évidemment ont une dimension diplomatique importante. Et l'accord de Paris en 2015 sur le climat a mobilisé un très très gros travail des ambassades et des réseaux diplomatiques. Voilà, donc ce cadre, pour moi, présente aussi le mérite de pointer les divergences entre les points de vue des différents acteurs en fait impliqués dans la diplomatie scientifique, et essentiellement les chercheurs d'un côté et les diplomates de l'autre. En pratique, sur le terrain, vous avez toujours une combinaison des trois. Bon, d'autres auteurs ont choisi d'autres classifications sur une base géographique, par exemple. Mais voilà. Et donc, pour finir sur cette partie-là, j'aimerais quand même dire que la diplomatie scientifique renvoie à l'ensemble des relations institutionnalisées entre États dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et ce pour toutes les disciplines, y compris les sciences humaines et sociales. Je pense qu'on peut établir une connexion entre tous ces éléments et qu'il faut avoir une vision qui prenne en compte tous ces éléments. Et vous verrez que ce n'est pas toujours le cas quand je reviendrai sur l'exemple français maintenant. Alors, mais avant ça, bon, je rappelais quelques initiatives aussi qui ont été prises. Bon, il y a une revue, Science and Diplomacy, qui a été créée par l'AAS en 2012. Il y a des conseillers scientifiques des ministres des Affaires étrangères. Il n'y en a pas en France, mais il y en a aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Et puis dans des pays qui peuvent être un peu surprenants à première vue, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les ambassadeurs thématiques sur la science au Danemark, en France aussi, et dans d'autres pays. Des projets de recherche spécifiques sur la diplomatie scientifique, notamment financés par Horizon 2020. L'Europe, je pense, a une vision assez avancée de ce que peut être la diplomatie scientifique et de son importance. Des bourses de mobilité du monde diplomatique vers le monde scientifique, notamment aux États-Unis, et ça commence en Europe. Et puis un certain nombre d'acteurs extra-gouvernementaux sur lesquels je ne m'attendrai pas ici, sauf s'il y a des questions. Voilà. Alors, je vais maintenant passer le temps qui reste à parler un peu de la France et de ce que j'appelle les paradoxes de la diplomatie scientifique française. Vous avez d'un côté un réseau diplomatique qui, en apparence, ou par certains aspects, prend en compte assez fortement la dimension de diplomatie scientifique. Et notamment, les premiers attachés scientifiques en ambassade française ont été mis en poste dès la fin des années 40. Donc, ça fait déjà longtemps, et il y a un savoir-faire là-dessus. Et c'est un réseau toujours très fourni, mais même s'il est en décroissance du fait des coupes budgétaires, il y a aujourd'hui 146 expatriés en ambassade dans le monde sur ces sujets-là. Il y en avait 255 en 2012. Enfin, d'ailleurs, quand je dis aujourd'hui, le chiffre date de 2019, je ne sais pas les chiffres plus récents. Mais il y a aussi une vision un peu étrange quand on vient du monde de la recherche, avec une séparation de l'enseignement supérieur d'un côté, la recherche de l'autre et l'innovation d'un troisième côté. L'enseignement supérieur, c'est les échanges d'étudiants, c'est l'attractivité, c'est un sujet. La recherche, c'est la recherche, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement supérieur. Et l'innovation, l'innovation, c'est nos entreprises qui vont vendre leur technologie. Ça n'a rien à voir aussi avec la recherche et l'enseignement supérieur. Et cette vision fragmentée, je pense, c'est un vrai problème parce qu'elle, au-delà du fait qu'elle montre que les gens qui conçoivent les choses comme ça, je pense, ne comprennent pas bien finalement comment fonctionne la relation entre les différentes composantes de ce triangle. Vous avez aussi des acteurs spécifiques qui sont en grand nombre, ce qui ne facilite pas la cohérence. Et il y en a peut-être que vous connaissez là-dedans, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a un certain nombre dont vous n'avez jamais entendu parler, avec donc des organismes de recherche à part entière, l'IRD, le CIRAD. L'IRD, c'est un EPST. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'IRD, on pourra en parler si vous voulez. Le CIRAD, c'est un EPIC, comme le CEA. Des UMIFRE, donc ce sont des unités de recherche à l'étranger, unités mixtes, comme son nom l'indique, donc sous co-tutelle MAE et CNRS, qui font des sciences humaines et sociales essentiellement, et 5 écoles françaises à l'étranger que j'ai listées ici, qui font également des sciences humaines, qui sont en général des bons spécialistes de la zone géographique dans laquelle elles sont implantées.
Vous avez un foisonnement d'acteurs qui sont présents à l'étranger, avec les ambassades bien entendu, mais aussi les bureaux du CNRS, des représentations du CEA, du CNES, du CIRAD, de l'IRD, des universités, etc. Et l'ensemble de tous ces acteurs ne conduit pas à ce qu'il y ait une pensée globale, une réflexion globale là-dessus. Et souvent, la diplomatie scientifique française se réduit à une diplomatie d'influence ou à une vision que c'est le soft power qui importe dans l'esprit de la plupart des diplomates. Et tout cela résulte d'une méconnaissance, je pense, réciproque et profonde des cultures diplomatiques et scientifiques. Deux exemples qui illustrent assez bien ce que je viens de dire, je pense. Le premier, budgétaire. Vous avez une ligne du budget de l'État qui s'intitule Action extérieure de l'État. Hein, donc, je vous montre le document de l'Assemblée nationale. Le programme 185, donc, qui est doté de 700 millions d'euros. Donc, c'est une ligne budgétaire importante hein, pour l'action extérieure de l'État. Alors, il n'y a pas toute l'action extérieure là-dedans. Hein. C'est pour la diplomatie, la ligne diplomatie culturelle et d'influence francophonie. Hein, vous voyez le nom. Donc, mais là-dedans, il n'y en a que 95 millions d'euros qui sont pour l'enseignement supérieur et la recherche. Pour situer et pour donner un chiffre de comparaison, le budget de mission à l'étranger du CNRS seul, c'est 50 millions d'euros. Donc, c'est la moitié de ce montant. CNRS seul. Hein. Vous ajoutez les universités et vous êtes déjà bien au-delà en n'utilisant que les missions. Je ne parle pas des projets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont c'est présenté. Donc, dans ce document de l'Assemblée nationale, j'ai reporté une partie du plan. Là, et vous voyez que la coopération universitaire et scientifique apparaît comme un des sous-items de la partie éducation de notre diplomatie culturelle et d'influence. Donc, le titre, c'est diplomatie culturelle et d'influence. Hein. Là, il n'y a pas la science, on ne la voit pas. Et là-dedans, vous avez l'éducation, la culture, l'économie. Et dans l'éducation, vous avez un sous-item qui est la coopération universitaire et scientifique. Donc, je pense que ça vous montre un peu à quel niveau on se situe dans la manière dont l'État le voit. On parle d'un document de l'Assemblée nationale. Hein. Autre exemple, dernier exemple, un document très important pour le fonctionnement du MAE qui s'intitule MAEDI 21 et donc qui visait à refonder, qui est sorti en 2015 et qui visait à refonder la diplomatie française pour répondre aux défis du 21e siècle. Pardon, je parle un peu comme, comme ces gens-là, si je puis dire, et de manière très, très intéressante. Donc, ce document pose la diplomatie économique comme étant une composante essentielle de la diplomatie, mais ne mentionne pas la diplomatie scientifique. Il y a quelques éléments de soft power, de diplomatie culturelle, etc., mais le terme diplomatie scientifique n'apparaît pas une seule fois dans ce document qui doit faire 80 pages en tout. Voilà. Alors, quels enjeux, pourtant, j'aimerais lister un peu ça, puis après, je vais conclure avant de passer aux questions. Quels enjeux pour la diplomatie scientifique française? Je pense qu'ils sont les poser de cette manière-là permet peut-être de prendre un angle qui est plus comparable à ce que font d'autres pays. J'ai pris la Chine qui critiquable à bien des égards. Hein, je ne suis pas en train de défendre la Chine. Mais en revanche, je pense que sur la stratégie, ils font les choses de manière extrêmement efficace, en tout cas. Et si vous voulez envisager une diplomatie scientifique efficace, il faut voir quels sont, de quoi on parle, quels enjeux on parle, et enjeux qui ne sont pas que scientifiques, enjeux qui concernent l'ensemble du pays. Donc, premier enjeu, je pense, c'est le basculement de la géographie du savoir sur l'ensemble du spectre enseignement supérieur, recherche et innovation. On est passé d'un monde où la géographie du savoir est centrée sur l'Europe et les États-Unis, et où de plus en plus, elle se recentre vers l'Asie, notamment la Chine, le Japon, la Corée, etc. Donc, un enjeu majeur de rester à la pointe du secteur, et avec en toile de fond, évidemment, un impact économique très important. Un enjeu de positionnement vis-à-vis des régimes autoritaires. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler de la Russie et de la Chine sur ces aspects-là. Donc, c'est évidemment majeur. Et la constitution d'un axe indo-pacifique sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est un vrai sujet en soi. Il y a la question des valeurs scientifiques en tant que telles, auxquelles je pense qu'en tant que scientifique, on est attaché, mais qui sont aussi valeurs scientifiques qui sont des piliers, des véritables piliers de nos systèmes démocratiques. Ça, on le souligne peut-être pas assez, mais c'est un des éléments essentiels. Une coïncidence que j'aime bien rappeler, c'est que la Bill of Rights anglaise est sortie la même année que les Principia de Newton. Et je pense que c'est pas un hasard. Voilà. Il y a la question de l'autonomie stratégique et de l'Europe puissance, la question de la relation avec l'Afrique, qu'il est sans doute urgent de refonder, et sur lequel le CNRS notamment travaille beaucoup, ça c'est un point intéressant. Et bien entendu, les biens publics mondiaux, je n'ai pas besoin d'insister sur la notion de climat et de santé. Voilà. Et je voudrais juste vous montrer ce dernier slide, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur
qu'est-ce qui peut, en tant que chercheur, vous paraître pertinent pour utiliser, en quelque sorte, ce que j'ai dit. La première chose, je pense, c'est d'utiliser les résonances de vos projets de coopération avec les grandes priorités diplomatiques, donc celles que j'ai listées avant, et puis celles qui peuvent émerger localement ou selon vos sujets. Donc se tenir informé, aller voir les ambassades, communiquer, faire savoir. Je pense que c'est très important, lorsqu'on va à l'étranger, notamment en dehors de l'Union européenne, d'aller voir, là où il y a des grosses ambassades, d'aller voir les personnes en charge de la coopération scientifique et universitaire. Et le dernier point, institutionnaliser. Souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête, mais je pense que c'est très important pour avoir de la visibilité, qu'il y ait des papiers qui soient signés, même si ça fait un peu... ça fait un travail qui est parfois pas très valorisé et attractif pour les scientifiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Si je vais ouvrir la... Merci beaucoup. Eh bien... Merci beaucoup, Pierre Lemonde, pour cette présentation. Et en fait, pour moi, personnellement, c'est quelque chose que je découvre et j'ai appris beaucoup. Et je suis sûre que les gens qui sont présents et qui vous ont écouté partagent en partie cet avis-là. Alors, votre présentation est ouverte aux questions. Oui. Y a-t-il des questions? On en a à distance, donc on essaiera d'alterner entre la salle et les questions à distance. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de revenir sur un des slides qui a été présenté tout à l'heure, qui m'a un peu interpellé et qui va pratiquement en contradiction avec le dernier slide. Le nombre de personnes scientifiques dans les ambassades, si j'ai bien compris, entre 2012 et 2019, ont été pratiquement diminués d'un facteur 2. Et ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de cela. Est-ce qu'il y a derrière toute cette baisse une explication à donner? Et est-ce à dire que nous avons abandonné cette action scientifique auprès des ambassades? Alors, il y a deux points dans la question. Le premier, pour répondre directement, la cause principale de cette diminution, est strictement budgétaire. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, le MAE a été touché, comme toutes les administrations françaises, par des coupes budgétaires massives ces 10 dernières années. Et la diplomatie scientifique en a fait les frais très largement, plus que d'autres domaines de notre diplomatie. Donc, est-ce qu'il y a un abandon? Oui et non. Il reste quand même pas mal de TP. Ceci étant, je pense que cette réduction traduit le fait, effectivement, que l'importance du sujet n'est pas perçue comme telle à haut niveau. Et donc, au contraire ça me paraît au contraire en cohérence avec ce que j'ai dit après, dans la mesure où justement, c'est un chiffre qui illustre le fait que cette priorité n'est pas perçue comme elle devrait l'être, je pense à haut niveau. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on prend une question à distance? Tant que le micro arrive là-bas. Julie, on va prendre une question à distance. Une question sur le budget à nouveau. Donc, je vais la lire. Est-ce que le budget du CEA, je ne sais pas si vous avez la réponse, hein, mais est-ce que le budget du CEA pour avoir des agents dans les ambassades entre dans le calcul des 95 millions d'euros pour le ESR? Je pense pas. Je pense pas. Non, les 95 millions d'euros pour le ESR, c'est la partie du programme 185. Donc, c'est un financement qui passe par le ministère des Affaires étrangères. Les financements qui viennent d'autres sources, donc du CEA, et j'ai parlé des missions CNRS tout à l'heure, ne sont pas comptabilisés là-dedans, n'entrent pas dans cette ligne-là. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est un petit peu en lien. Parce qu'au fric. Quels sont les montants que les autres États comparables, donc hors USA et Chine, engagent dans cette diplomatie scientifique? Est-ce que vous avez des éléments? J'ai pas de chiffres comme ça. Ce que je peux dire quand même, c'est que le réseau dans les ambassades français est sans doute le plus développé au monde, hors grand pays, enfin hors États-Unis, Chine. Mais pour les pays comparables, je pense qu'il y a beaucoup plus de représentants dans les ambassades en France qu'en Allemagne, par exemple.
Mais la structuration des réseaux n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que les représentations des universités, des grands centres de recherche, Max Planck, etc., sont beaucoup plus importantes côté allemand, par exemple, que côté français. Et c'est la même chose en Grande-Bretagne. Donc la structuration est un petit peu différente et à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit très, très différent en termes de montants globaux. Mais quand vous lisez la littérature anglo-saxonne, notamment, il y en a beaucoup sur le sujet, la remarque que je fais finalement, qui est que c'est pas, le sujet n'est pas pris à la hauteur où il devrait l'être, elle est partagée dans tous les pays du monde, hein, sauf peut-être en Chine. Oui, très bien. Merci beaucoup. On va prendre une question dans la salle. Okay. Oui, oui, moi j'ai un sujet qui est un peu justement à la croisée de scientifiques et diplomatiques. C'est tout ce qui concerne l'espace, donc les satellites. On voit que c'est vraiment le Far West aujourd'hui au niveau des lancements de satellites et déchets spatiaux. Et je ne sais pas, en fait, au niveau scientifique, est-ce qu'on a une action ou c'est purement diplomatique pour réguler tout ça? Alors, pour la régulation de tout ça, c'est porté par les agences spatiales elles-mêmes. Et le CNES, notamment, est très actif pour essayer que soit signée une régulation internationale autour de ça, qu'il y ait des textes qui soient signés. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas très réaliste, notamment la Chine et la Russie n'ont pas du tout envie d'entendre parler d'un texte de cet ordre. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre une question en salle, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, vous avez donné une présentation relativement étatique des interventions de la diplomatie scientifique. Oui. J'ai le sentiment que le lobbying privé est extrêmement important et se fout pas mal des considérations diplomatiques et intervient y compris auprès des institutions censées représenter les intérêts du pays, auprès des ambassades. Je pense que c'est une question qui est assez importante et qui pèse lourd. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Non, effectivement, j'ai pris un angle plus de chercheur que d'innovateur, si je puis dire. Mais c'est le secteur privé joue un rôle très important. On le voit, par exemple, pour ce qui est des partenariats français, dans le rôle que jouent les entreprises, les grandes entreprises dans les laboratoires internationaux du CNRS. Il y a plusieurs laboratoires avec Solvay, avec Saint-Gobain, en Asie notamment. Qui sont des laboratoires de recherche conjoints, CNRS, établissement local et entreprises. Après, les entreprises elles-mêmes ont aussi ont une action à l'international très importante en lien avec leur développement technologique essentiellement. Et ça c'est tout un pan du sujet qu'effectivement, j'ai pas trop abordé ici, mais qui est bien sûr extrêmement important. J'ai mentionné le fait que pour dans l'exemple chinois, le deal marché contre technologie, il s'adresse avant tout aux entreprises. Après, les entreprises sont des acteurs comme d'autres du jeu international. La diplomatie, c'est la relation entre États. Donc, ils ont une influence, bien entendu. Ils ont des relations qui sont d'ailleurs nettement plus développées et institutionnalisées que les relations entre les chercheurs et le monde diplomatique. Mais ils ne sont pas en tant que tels enfin, leur centre d'intérêt n'est pas a priori diplomatique au premier rang, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre une question à distance. Et donc, je vais vous la lire. Est-ce qu'on a des exemples représentatifs de comment la diplomatie scientifique a contribué à réduire des tensions politiques importantes? Oui, on en a. Alors, en fait, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Mais bon, je pense que le meilleur exemple, c'est celui de la construction européenne. Oui. C'est le CERN, c'est le sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors bon, vous allez me dire, il y avait une volonté générale de passer à autre chose. Je pense que c'est vrai. Mais le fait est que la science a joué un rôle très important là-dedans.
Un autre exemple, alors il est peut-être moins spectaculaire, c'est Sésame, le synchrotron, je crois qu'il est en Jordanie, sauf erreur, qui implique des partenaires du Moyen-Orient, donc dans une zone particulièrement explosive, et qui est en fait un des rares forums finalement, puisque c'est une infrastructure de recherche internationale, un des rares forums où vous allez trouver à peu près tous les pays du Moyen-Orient qui parlent entre eux. Alors, bon, je pense que c'est une forme d'apaisement de la crise permanente qui se joue là-bas. Merci beaucoup. Alors, a-t-on encore des questions dans la salle? Une dernière question? Sinon, on va peut-être voir s'il y en a en ligne. Non. Eh bien, écoutez, on va remercier à nouveau, excusez-moi, à nouveau Pierre Lemonde pour sa présentation. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, donc pour la petite histoire concernant le SOI. Et puis aussi, je voulais vous annoncer qu'on allait avoir de nouveau une petite trêve de 2 semaines pendant les congés de février. Et puis, on va reprendre le 4 mars avec un sujet concernant les communautés énergétiques qu'on vous propose de venir partager avec nous. Donc, à très bientôt. Au revoir.